Chapitre 6, 1812-1813, deuxième partie. Les Anglais étant venus occuper la rive gauche du Douro, nous nous resserrâmes en face du camp qu'ils avaient établi à Polios. La rivière seule nous séparait. Concentrés comme nous l'étions, nous ne pouvions plus moudre le blé, et ce fut alors qu'on se servit des moulins portatifs qui donnaient bien 10 livres de farine pour 70 hommes quand on avait passé une journée à tourner la manivelle. On fit racheter aux officiers d'infanterie tous les chevaux propres au service de la cavalerie pour remonter les soldats de cette arme qui avaient perdu leur monture. Chargé de recevoir le prix de ce qu'on avait trouvé bon dans le régiment et d'aller par suite à l'état-major, j'eus l'occasion de causer fort longtemps avec le duc de Ragus qui se montra fort honnête à mon égard. J'en fus agréablement surpris car ce n'est pas toujours l'habitude des officiers généraux, comme si l'affabilité n'était pas profitable à la bonne exécution du service. Le 14 juillet, nous retournâmes à Toro où arriva enfin la division Bonnet. Elle était composée de beaux régiments et nous retrouvâmes avec grand plaisir plusieurs officiers qui avaient quitté le régiment pour former les cadres du 118e. Ce même jour, on fit réparer le pont de Tordesillas et le bruit se répandit que nous allions le passer pour marcher sur Salamanque. En effet, à la Brune, les 6 compagnies de voltigeurs de la brigade le passèrent, mais à 2 lieues de là, on nous fit arrêter puis rétrograder en détruisant le pont. Nous regagnâmes notre camp et l'armée passa à Gué-le-Douro. Ce mouvement avait été si bien exécuté que l'ennemi, persuadé que nous passions à Tordesillas, avait porté toutes ses forces sur ce point et fait un faux mouvement. L'armée fut de l'autre côté avant que les Anglais en eussent connaissance. Ils firent une contre-marche immédiatement, mais nous avions eu le temps de nous mettre en mesure. Les deux armées côtoyèrent pendant 4 jours les côtés d'un même vallon, s'arrêtant souvent, manœuvrant l'une devant l'autre et s'envoyant quelques boulets et obus qui n'avaient pas grand effet. Si nous avions eu une cavalerie aussi nombreuse que celle de Wellington, nous lui aurions pris quantité de bagages qui se trouvaient souvent fort en arrière. Le général anglais subordonnait ses mouvements aux nôtres, et loin de nous attirer comme il le désirait dans sa position près de Salamanque, ce fut nous qui le conduisîmes jusqu'à Tormes, que l'armée franchit le 20 juillet près de Babilafuente. Pendant ces journées de marche, toutes nos provisions furent mangées, et plusieurs divisions commencèrent à se trouver sans pain. On attendait de Madrid un renfort de 18 000 à 20 000 hommes, infanterie et cavalerie, car notre armée ne comptait que 32 000 baïonnettes et au plus 1500 dragons. Bien que les Anglais eussent 56 000 hommes d'infanterie et 10 000 cavaliers, ils évitaient toujours le combat quand ils n'étaient pas dans une situation avantageuse. Le 22 juillet, les Anglais se trouvaient placés sur des mamelons qu'on appelle los arapiles. La fusillade s'engagea dès le matin entre les postes avancés. On a dit que, comptant sur les bonnes dispositions de nos soldats, le maréchal Marmont avait voulu avoir seul la gloire de remporter la victoire sur les Anglais sans le secours des troupes du roi Joseph. Je dois à la justice de dire que, pendant le peu de temps que je fus employé à l'état-major du général Foy, il passa sous mes yeux des demandes réitérées de renfort que le duc de Ragus adressait à Joseph par l'intermédiaire du général Foy, disant que sans de nouvelles troupes, il ne pourrait conserver le pays que son armée occupait. Que l'on ne reproche donc point au maréchal Marmont de ne pas avoir attendu les troupes de Madrid. Ces demandes sont restées infructueuses, et pourtant, le roi Joseph ou ses ministres devaient recevoir les estafettes, car nous n'étions qu'à 4 jours de marche de Madrid. Cependant, la fusillade devenait de plus en plus violente de part et d'autre. Chaque armée prit ses dispositions de combat, et les Anglais envoyèrent plusieurs régiments pour s'emparer du village des Arapiles qui était à notre gauche. Ils furent repoussés par la 8e division qui se battit avec un courage héroïque et qui leur fit 1800 prisonniers. Un lieutenant du 118e, M. Guimard, ancien sergent du 69e, coupa d'un coup de sabre le bras d'un porte-drapeau ennemi et s'empara du drapeau anglais. À 6 heures du soir, tout allait bien. Nos divisions avaient partout l'avantage, bien que nous n'ayons pu en profiter faute de cavalerie. Or, cette arme décide toujours de la victoire, surtout en plaine quand l'infanterie ennemie est ébranlée. À ce moment, notre général en chef était à examiner quelques mouvements de l'armée anglaise lorsque, à Surton, Wellington s'aperçut que le maréchal était dans le groupe formé par les officiers de l'état-major général et fit diriger le feu de son artillerie sur ce point. Un boulet creux éclatant près de Marmont envoya des éclats dont l'un fractura le bras et l'autre traversa le flanc du duc de Ragus.
il fit transmettre aussitôt ses dispositions au général Clausel que son ancienneté appelait au commandement. Mais par une fatalité inconcevable, celui-ci venait justement d'être blessé. Alors on chercha le général Bonnet qui devait remplacer Clausel, mais il venait aussi d'être blessé, de sorte que l'armée resta près de 2 heures sans recevoir d'ordre. La confusion et l'anarchie succédèrent au calme et à la tranquillité qui avait régné jusqu'à ce moment. La 3e division, commandée par le général Ferret, n'avait pas encore combattu et occupait à notre gauche un mamelon pareil à ceux où l'ennemi avait pris position. 7000 Portugais vinrent pour l'attaquer et furent repoussés avec des pertes considérables. Dans cette occasion, nous pûmes juger une fois de plus de l'intrépidité française. On ne pouvait retenir les soldats et ils couraient à la baïonnette au moindre mouvement de retraite des Portugais. Mais le général Ferret fut blessé mortellement à son tour et notre aile gauche se replia. L'artillerie, qui se trouvait au centre de la ligne de bataille, continuait son feu sans s'inquiéter des mouvements rétrogrades que pouvait faire l'infanterie. Elle était servie par 2 vieux artilleurs pour lesquels le bruit du canon était une musique aussi agréable que le bruit des balles l'était pour le héros suédois Charles XII. Depuis 8 heures du matin, ils ne cessaient de servir leurs 70 pièces et chaque coup portait dans les masses ennemies qui s'avançaient. Quel malheur que nous n'ayons point eu de cavalerie pour tomber sur les Anglais ébranlés par le feu continuel de l'artillerie. Notre division n'avait pas encore donné. On nous mit en marche pour aller vers la gauche, mais bientôt l'ordre arriva de rétrograder et de couvrir la retraite de la 3e division. Les 3 compagnies de voltigeurs du 69e et celle du 6e léger formèrent l'arrière-garde, avec ordre de tenir le plus longtemps possible. Nous devions être relevés quand la division serait en position. Des nuées de tirailleurs furent envoyés contre nous, mais bien qu'ils fussent 4 contre 1, nous les tînmes de façon à ce qu'ils ne pouvaient avancer que quand nous le voulions bien. Plusieurs voltigeurs étaient déjà blessés et on nous avait oubliés car la division marchait sur un point différent de celui qui avait été indiqué. J'avais eu soin de placer quelques hommes en observation et bien m'en pris, car bientôt le voltigeur de France, originaire de Risset, vint m'avertir que les Anglais venaient d'envoyer plusieurs escadrons qui paraissaient vouloir nous tourner. Je fus reconnaître le fait et essayai de mettre face à l'ennemi qui arrivait quelques soldats de la section de réserve. Mais le bruit du canon et le feu d'infanterie étaient tels que je ne parvins pas à me faire entendre. La cavalerie, que je croyais encore assez loin, fut sur nous en un instant. Plusieurs artilleurs furent sabrés. Un chevau léger anglais arrivait sur moi. Je l'attendais de pied ferme, croyant qu'il serait assez brave pour me faire prisonnier, voyant que je n'avais d'autre arme qu'un sabre. Au contraire, arrivant, il m'allongea un coup de pointe que je parais fort heureusement, et voyant qu'il ne me ménagerait pas, je résolus de ne point l'épargner non plus. Je parvins à le blesser à la cuisse, mais je chancelais sur un sol labouré et inégal. Néanmoins, je serais sorti victorieux de cette lutte si cet homme eût été seul. Mais soudain, je me sentis appliquer sur le derrière de la tête un coup qui fit tomber mon shako, et en même temps, j'en reçus un autre au-dessus de la tempe gauche qui me fendit la tête. Perdant du sang en abondance, je tombai sans connaissance et restai là quelques minutes. Bientôt, je revins à moi et entendis un feu de bataillon dont les balles vinrent tomber autour de la place où j'étais étendu. Ce feu épouvanta la cavalerie ennemie qui fit demi-tour au plus vite. J'essayais alors de gagner un petit bois que j'avais remarqué non loin de là, mais dès que je voulais me relever, tout tournait autour de moi et je retombais. À ce moment, j'entendis la voix de mon petit portugais qui me cherchait. Il tenait un cheval par la bride, m'aida à me hisser dessus et je pus gagner ainsi le bataillon du commandant Giraud. C'est lui qui, prévoyant ce qui allait arriver à ma compagnie, avait fait faire demi-tour à son bataillon et fait exécuter le feu qui sauva la plupart d'entre nous. Mon camarade charpentier vint me donner une goutte d'eau de vie, et cela me fit le plus grand bien. Nous rejoignîmes le régiment bivouaqué à quelque distance, et je pus me reposer et faire panser ma blessure. L'os n'était pas entamé, et j'avais seulement été éprouvé par la force du coup et la perte du sang. Le jour ne tarda pas à paraître, et ma compagnie, que je croyais dispersée et perdue, se rassembla autour de moi. Il ne manquait que 19 hommes. Nous nous mîmes en route. Le régiment, le 6e léger et un bataillon du 76e formaient l'arrière-garde. L'infanterie ennemie ne nous poursuivait pas, et il faut croire qu'elle n'était pas en état de le faire. Au moment où nous franchissions un petit ruisseau, quelques dragons qui marchaient sur nos flancs vinrent au galop nous prévenir que la cavalerie ennemie arrivait. Au lieu d'arrêter et de prendre des dispositions nécessaires pour la recevoir, notre général de brigade voulut faire allonger le pas et gagner une hauteur. On n'eut ni le temps d'arriver ni celui de se former. Nous
pensions d'abord que cette cavalerie ne voulait qu'attaquer les dragons et ramasser les traîneurs. Mais nos cavaliers firent demi-tour et les Anglais chargèrent le bataillon du 76e dont les soldats s'étaient éparpillés pour boire dans le ruisseau. Presque tous furent faits prisonniers. Ils se jetèrent ensuite sur le 6e léger qu'ils mirent dans le plus grand désordre. La plupart des officiers de ce régiment avaient été envoyés dans les hameaux environnants pour faire rentrer les soldats qui étaient allés en grand nombre chercher des vivres, de sorte qu'aucun mouvement ne put être exécuté. Notre bataillon n'avait pas eu le temps de former le carré, mais c'était tellement serré en masse que les cavaliers ne purent l'enfoncer et se contentèrent de sabrer quelques soldats. Je me trouvais presque à l'extérieur et je reçus encore un coup de sabre sur le bras droit. Les Anglais espéraient sans doute traverser ainsi toute notre armée. Ils continuèrent leur course, mais arrivés sur le plateau, se trouvèrent en présence de notre 2e bataillon tout disposé pour les recevoir. Le calme et le silence étaient tellement bien observés que le feu de 2 rangs sur toutes les faces du carré ne fut commandé qu'au moment où les cavaliers étaient sur les baïonnettes, et il fut exécuté avec la même précision qu'à l'exercice. Des 10 escadrons dont se composait cette cavalerie, il ne resta pas 80 hommes qui ne savaient où se réfugier car les prisonniers qu'ils avaient laissés derrière eux avaient repris leurs armes et les fusillaient de tous côtés. Les lieutenants turcs et Chastegnac du 2e bataillon, ne pouvant se servir de l'épée puisqu'ils étaient à l'intérieur du carré, lancèrent des pierres si adroitement et avec tant de force que plusieurs officiers anglais furent atteints et tombèrent de cheval sérieusement blessés. Le sergent Andréol de ma compagnie, arrêté par 2 de ses cavaliers, en tua un d'un coup de fusil et fit l'autre prisonnier. Cet homme nous dit qu'il était hanovrien et faisait partie de 4000 dragons royaux arrivés récemment d'Angleterre. Tous ces cavaliers étaient de haute taille et leurs chevaux magnifiques. Chose surprenante, 13 escadrons de chasseurs qui nous arrivaient de l'armée du Nord faisaient tranquillement la halte à 10 minutes de là, comme si nous eussions été en pleine paix. Une autre masse de cavalerie ennemie se présenta bientôt, pensant surprendre ces chasseurs. Nos cavaliers parurent vouloir éviter le combat et les Anglais s'engagèrent à fond quand, tout à coup, les chasseurs firent demi-tour et tombèrent sur eux avec un tel entrain qu'ils leur taillèrent maintes croupières. Cette réception refroidit considérablement messieurs les Anglais qui ne reparurent plus et nous laissèrent nous retirer fort tranquillement. Ces combats nous coûtèrent d'ailleurs beaucoup moins d'hommes que les 5 jours de marche que nous fîmes pour gagner Valladolid. Officiers et soldats mouraient de faim et il n'était pas possible de retenir les soldats qui s'écartaient pour trouver des vivres et se faisaient prendre par les guérillas qui les entouraient. Nous cantonnâmes à 10 lieues de Valladolid dans des villages abandonnés. Au bout de 8 jours, on n'eût pas reconnu nos régiments tellement tout était rallié et en bon ordre. J'ai souvent fait la réflexion que nous ressemblions à ces fourmilières que l'on dérange et éparpille le soir et que l'on retrouve de nouveau bien rangées le lendemain matin. Néanmoins, la perte de la bataille des Arapiles fut la première cause de l'évacuation de l'Espagne. L'armée anglaise entra dans Madrid sans coup férir malgré le fort du Retiro qui se rendit. Elle marcha ensuite sur Valence, où le roi Joseph s'était retiré avec son armée. Ce mouvement et l'abandon de Salamanque par nos troupes obligèrent le maréchal Soult à lever le siège de Cadix. Ce siège durait depuis 1 an et avait exigé des dépenses considérables. On avait fait fondre à Séville des mortiers dont chaque coup revenait à 300 francs au gouvernement. En levant le siège, il fallut en outre abandonner 300 pièces d'artillerie. Le 17 août, nous partîmes pour Astorga afin d'en délivrer la garnison. Mais la ville avait été capturée la veille de notre arrivée. Il y eut là un nouvel exemple de la déloyauté espagnole. La garnison s'était rendue avec la condition d'être ramenée aux avant-postes français. Dès qu'elle eut mis bas les armes et fut sortie de la ville, on la força, la baïonnette sur la gorge, à suivre la route de la Corogne pour aller au ponton. Nous revînmes à Rio Seco et Palencia. À Burgos, on laissa une garnison dans le fort et l'armée vint prendre position à Pancorbo, au pied d'une chaîne de montagnes qui rejoint les Pyrénées. Wellington, revenu de son expédition d'Andalousie, mit le siège devant Burgos. Nous restâmes près d'1 mois dans de mauvais villages à 1 lieue de la petite ville de Poza, bâtie sur des rochers et renommée pour ses salines. C'est à Poza que se retirait habituellement un chef de partisans espagnol nommé Longa, que les habitants avaient surnommé Papel, parce qu'il ne leur donnait jamais que du papier pour payer ses réquisitions. Cet individu avait 1 millier d'hommes environ sous ses ordres. Le général Foy était fort pour les attaques de nuit. Aussi, ayant fait reconnaître les chemins et pris tous ses renseignements sur la situation des partisans, il fit partir le bataillon le 16 octobre à 3 heures du matin par des sentiers détournés. Et 4 voltigeurs d'avant-garde avaient l'ordre de tomber à l'improviste sur toute sentinelle et de l'égorger sans bruit. À peine voyait-on à 2 pas tant la nuit était noire.
et cependant, notre guide nous conduisit si adroitement que les ordres furent ponctuellement exécutés et le poste avancé de l'ennemi passé à la baïonnette avant d'avoir pu crier. Nous entrâmes dans la ville au moment où les tambours espagnols battaient la diane, qu'on juge de la surprise. Plusieurs partisans s'échappèrent par les croisées et en escaladant les murs et les rochers. Nous prîmes 240 hommes après en avoir tué une centaine. Nous ne perdîmes qu'un seul homme tué. Une trentaine de soldats espagnols s'étaient retirés dans un vieux fort bâti par les morts sur la cime d'une roche escarpée et d'une hauteur à faire frémir. Un homme eût pu en défendre l'accès à une armée, car on ne pouvait y arriver que un par un, et en s'aidant des pieds et des mains. La moindre glissade vous faisait tomber dans des précipices affreux. J'y montais avec ma compagnie, et mes voltigeurs finirent par découvrir ces pauvres Espagnols cachés dans des souterrains où ils ne croyaient pas nous voir arriver. On les fit prisonniers. Je frissonnais encore en redescendant et en voyant l'horrible chemin que nous avions parcouru. Nous n'avions pas trouvé Longa qui se trouvait absent avec la majeure partie de sa bande au moment de notre attaque. Aussi, de retour dans nos villages et de crainte qu'il ne vînt nous jouer pareil tour, les soldats durent jusqu'à nouvel ordre coucher avec le fourniment et le fusil au bras. Nous fûmes d'ailleurs fort tranquilles, rien ne se produisit. Aussi 2 jours avant notre départ, informés que Longa était revenu dans son repère, nous y retournâmes par un chemin différent et prîmes 50 hommes, mais sans pouvoir saisir le chef. Mes blessures s'étaient guéries sans que j'aie un instant de repos, toujours en marche sous un soleil brûlant. Aussi, une fièvre chaude me saisit, me tint pendant 10 jours et me mit dans un état si pitoyable que je perdis entièrement conscience de mes actes. Dans mon délire, je voulais toujours monter sur les rochers de Poza. Tout le monde au régiment était persuadé que j'allais mourir, et ce qui m'affectait le plus était de savoir que l'armée allait se reporter en avant pour faire sa jonction avec l'armée du maréchal Soult. En voyant partir sans moi le 69e, mon régiment, il me sembla que je quittais ma famille. Mon cœur était déchiré. On me conduisit dans la petite ville de Briviesca, où je restai 8 jours sans médecin ni drogue, soigné seulement d'une façon assidue par mon pauvre petit domestique. Heureusement, au bout de ces 8 jours, un bataillon formé d'hommes de tous les régiments passa pour rejoindre l'armée. Je le suivis et revins à mon régiment où je fus accueilli avec joie par les officiers et par mes chers voltigeurs. L'armée anglaise avait employé tous les moyens possibles pour prendre Burgos, mais le général du Breton et ses braves soldats se défendirent si bien que les assauts donnés par les Anglais furent tous vigoureusement repoussés. La fusillade avait été si vive que des palissades de 10 pouces de diamètre étaient devenues comme des manches à balai tant les balles avaient enlevé des quilles. Notre cavalerie joignit la cavalerie anglaise à Cellada. On avait fait croire aux Anglais que les 12 escadrons de gendarmerie française étaient composés de jeunes gens nouvellement recrutés qui ne pourraient leur résister. Ils les attendirent donc de pied ferme, mais ne tardèrent pas à reconnaître que les coups de sabre qui leur étaient administrés n'étaient pas allongés par des conscrits. Si les dragons eussent combattu comme les gendarmes, le 15e chasseur et le 3e hussard, l'armée ennemie eût été entamée. Les Anglais laissèrent 1800 prisonniers et bon nombre de chevaux, car plus de 800 des leurs avaient été sabrés. Nous perdîmes peu de monde. Le colonel Thévenet des gendarmes reçut 14 coups de sabre, dont aucun ne fut mortel. L'empereur nomma officiers 72 gendarmes, et 83 d'entre eux furent décorés. Nous marchions à petite journée pour donner aux soldats de Soult le temps d'arriver derrière les Anglais. Mais ils filaient lestement. À Palencia, il fallut ouvrir les portes à coups de canon. Pendant qu'on cherchait un gué pour passer le Carillon derrière cette ville, le 2e bataillon du 69e arriva au pont que les Anglais venaient de miner. Leurs sapeurs allaient mettre le feu à la mèche lorsqu'un boulet bien ajusté jeta 7 d'entre eux par terre. Aussitôt, le lieutenant Rose cria « En avant !» à ses soldats, traversa le pont le premier, malgré une fusillade terrible, et empêcha que le feu fût mis à la mèche. Au faubourg de Valladolid, nous eûmes beaucoup de peine pour débusquer quelques bataillons anglais qui avaient crénelé les maisons. Le lendemain, à Tordesillas, nous trouvâmes un fort détachement posté dans une vieille tour au milieu du pont et soutenu par un bataillon placé de l'autre côté de la rivière. Le feu de notre artillerie éloigna bien vite ce bataillon, mais les hommes postés dans la tour étaient à l'abri du canon. Pour les débusquer, on demanda 400 nageurs de bonne volonté dans toute la brigade, et le commandement de ce détachement fut donné au capitaine Guingré du 6e léger, aidé du lieutenant Rose du 69e. Malgré une violente fusillade, les nageurs se jetèrent dans le Douro. Le lieutenant Rose arriva le premier, mais les défenseurs de la tour ne l'avaient pas attendu, et tous s'étaient sauvés en voyant commencer le mouvement. Seul un grenadier du régiment se noya. Nos 2 armées firent leur jonction dans les plaines d'Alba, mais le gros de l'armée ennemie et ses bagages étaient déjà dans les rochers de Rodrigo, et nous eûmes encore l'amertume de voir les Anglais nous échapper.